Dans la danse, il y a ceux qu'on voit et ceux qui construisent dans l'ombre. Des danseurs qui ont fait bien plus que danser. Une marque, un art parallèle, un business en silence ou pas. Aujourd'hui, premier épisode. Et pour ouvrir cette série, j'ai appelé un ami. 4 fois champion du monde, DJ, beatmaker. Ses mixtapes tournent dans toutes les salles du monde entier, dans tous les battles. Il est à New York en ce moment même. Il vient de juger un battle international et a aussi mixé lors d'une soirée. Il s'appelle B-Boy Tim, a.k.a. Tim Andrea. Et je regardais donc la mère de JD à ce moment-là. Elle était comme ça en train de danser sur mon son. Et là, j'ai fait waouh, là, c'est un truc de fou. Yo Tim, ça va ou quoi? Yo, yo, bien ou quoi? Ça va, Karl? Tranquille? Alors raconte pourquoi t'es là-bas. C'est quoi cette double casquette que t'as? Alors, je suis à New York parce que j'étais à Hartford. Donc, c'est une ville dans le Connecticut. Donc, c'est à 2 heures d'ici en train. Et j'ai été invité pour faire jury, donc un événement qui s'appelle Trinity Hip Hop Festival. Trinity Hip Hop International Festival, c'est un truc vraiment hip-hop en mode, tu sais, vu que c'est pas loin de New York, ils sont vraiment attachés aux sources du hip-hop, aux racines et tout ça. Donc c'est un truc très roots. Et j'étais là-bas pour faire jury dans le battle. Et il y avait aussi un set de DJ que j'ai fait la veille en première partie de Rob Swift et Nista Sinista, qui sont des DJ assez connus. Enfin, surtout Rob Swift, c'est une légende du monde du scratch. Et donc t'étais là-bas pour et juger un battle et aussi mixer, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'étais là-bas pour juger le battle break. Donc, il y avait le samedi et le vendredi soir, c'était l'ouverture de l'événement. Et il m'avait demandé de faire un set live pour ouvrir l'event dans un studio, un lieu en fait où il y avait un DJ qui est connu, Rob Swift, avec son pote Mista Sinista. C'est la première fois que t'es invité dans un événement aux Ouais, c'est ça, États-Unis première pour fois. mixer. J'ai déjà fait pour du break, hein, pour différents trucs de break, mais après pour mixer, c'était la première fois que je faisais ça. Est-ce qu'il y a un moment là que t'as vécu depuis que t'es là-bas, un moment où vraiment tu t'es dit: «Putain, je suis à New York». Un moment précis? Ouais, ouais, il y a eu plein de moments et surtout, je pense que c'était, quand je suis arrivé, dès que tu arrives dans la rue, en fait. Dès que tu arrives dans la rue et si tu veux, quand je suis arrivé en train, j'avais 2-3 heures, en fait, à tuer parce que je devais prendre le train pour Hartford, mais le train, il était, dans la gare centrale de New York, donc au niveau de Madison Square, tu vois? Madison Ouais. Square Garden, à côté du Empire State Building et tout. Je le savais pas vraiment, j'avais pas regardé la carte. Je vois que sur la carte, en fait, je suis vraiment en plein centre, donc je sors et j'arrive, bah, en plein milieu quoi de New York avec, voilà, comme j'ai dit, l'Empire State Building, devant toi et puis, ça te prévient pas quoi. Tu vois? Directement, tu prends la ville en pleine gueule. Après, il y a eu d'autres moments, spécifiques comme quand j'étais à Central Park, tu vois? Parce que j'avais mon auberge en fait, au niveau de Central Park et donc du coup, je sortais, faire mon footing et tout. En fait non, même pas Ah que ouais. footing, je sortais pour vraiment, visiter et juste explorer le moindre des recoins et franchement, j'ai passé 2-3 jours à Central Park, quoi. Après je courais, je sautais, j'allais, voir des trucs de jazz, me poser dans l'herbe et ça, c'était vraiment mon côté exploration, mais que je fais, en fait, de partout dans New York. Mais déjà, quand je suis arrivé à Central Park, là, j'ai senti: «Waouh, je suis à New York» et même si je suis déjà venu, 2 fois avant ça, c'était il y a longtemps et donc du coup, là, je le redécouvre, quoi. Nous qui sommes de la culture hip-hop, bah, en fait, New York, c'est une place très, très spéciale. Vu que tu étais invité en tant que danseur, en tant que juge et aussi en tant que DJ, tu as approché l'event comment là quand tu étais en train de juger? Un peu comme un musicien ou plus comme un danseur ou les 2? Comment je l'ai approché? En fait, je suis arrivé, donc tu sais dans les événements, tu arrives genre 1 ou 2 jours avant et donc tu connais pas encore les gens et tout ça, donc tu découvres, enfin tu dis bonjour, tu passes un petit moment et tout et puis le fait que je fasse, DJ en premier temps, en fait, tu vois? Avant d'avoir fait, l'event de break et tout qui était Ouais, le truc ouais. le plus important pour moi parce que, je suis, l'invité, team de France et tout ça. J'étais un peu, quand il me disait, le headliner, tu vois, de son événement et donc du coup, voilà, il y a un petit truc comme ça qui fait que j'ai peut-être l'impression qu'il y a une petite attente, mais c'est pas très important parce qu'en vrai, je suis trop content et tout le monde est content et ce que je OK. voulais dire, c'est qu'en fait, en commençant par la musique,
en fait, ça m'a comme détendu. Enfin, c'est pas que ça m'a détendu, mais ça m'a, heu, le fait de faire les 2 en fait, ça m'a permis de m'exprimer d'abord dans un premier temps, en faisant mon set de DJ au milieu des mecs, qui étaient trop forts en DJ, sans avoir, forcément de pression parce qu'en fait, quelque part, on m'attend pas au niveau de la musique, surtout au niveau du DJing, tu vois ce que je veux dire? Même si, heu je fais des prods, pour plein de gens et tout ça. Là, à ce moment-là, quand j'ai fait DJ, franchement, pour moi, c'était un truc, c'était free, quoi, tu vois? Et donc, en plus, j'ai un peu dansé parce qu'après, il y avait des gens qui cerclaient et tout Ouais. dans la salle. C'était vraiment cool et après le lendemain, il y avait, le battle. C'est quand même fou d'être invité aux États-Unis pour et juger, donc on te reconnaît en tant que danseur et mixer. C'est double accomplissement, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, ouais. On va plonger dans Qui est Tim. Donc en 3 minutes, essaie de nous faire un petit condensé de Qui est Tim, d'où il vient et où est-ce qu'il a commencé le break? Alors, je m'appelle Timothée Andria Malantena, ça c'est mon nom entier et mon nom de scène, c'est Tim Andria. On me connaît aussi ce nom de B-Boy Tim pendant des années, c'était B-Boy Tim et Ouais, j'ai commencé le break donc à l'âge de 10-11 ans. C'était dans mon quartier, en fait, il y avait des grands, qui breakaient, ouais, notamment un grand qui s'appelle Fally, qui est d'origine, cambodgienne et c'est des gens qui ont l'âge de mes grands frères et sœurs, donc qui ont, enfin, il a 10 ans de plus que moi. Donc mes grands frères et sœurs le connaissaient déjà. Enfin voilà, tu vois, dans mon quartier, on se connaît tous et tout et donc ils me voyaient en fait faire des saltos avec mon pote Abel, que tu je connais connais très Karl bien et Abel. qui est, mon meilleur, ami d'enfance et déjà petit, on faisait des sauts sur les toits, on faisait des saltos un peu partout dans la cour et tout et donc j'avais ce tempérament vif, tu vois? Et eux, les jeunes le voyaient en fait. Donc ils sont venus une première fois, toquer à ma porte et je crois que c'était un an avant que j'ai vraiment commencé, donc je devais avoir 10 ans ou 9 ans, même un peu avant et Très jeune. ouais, voilà, je suis allé faire un premier entraînement de danse avec eux. Mes parents, ils étaient un petit peu, réticents, même si c'était pas très loin, tu vois? Mais j'étais quand même avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. J'étais haut comme 3 pommes, tu vois? Donc je suis allé faire un 1er entraînement avec eux et puis On a tous j'ai connu kiffé. B-Boy Tim petit, hein, ouais. J'ai fait ce 1er pas avec eux et après j'ai rien fait pendant peut-être un an et un jour, je me suis vraiment mis à danser avec eux et là, je me suis jamais arrêté, tu vois? Donc OK, c'était juste, comme un premier comment dire? J'avais pris un peu la température ouais. et je savais pas trop si je voulais continuer même si j'avais kiffé la sensation et il y a eu ce jour, c'était en été, je crois que c'était pendant l'été, entre le CM2 et la 6e où, en fait, je me suis mis à vraiment, faire, je me rappelle que j'ai fait le 90 et le Thomas, genre au bout de 2 jours, tu vois? Genre un demi-tour et tout. Ah Ça ouais. m'a ça m'a fait vriller, quoi. Dans ma tête, j'étais amoureux de ça, quoi et donc j'ai jamais arrêté depuis ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu un moment Ouais. précis où tu as réalisé que c'était plus juste un hobby, que c'était vraiment que ça allait être ta vie? En fait, je pense qu'on se dit ça au moment où on sait qu'aussi on va gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Donc la sensation que je vais faire ça toute ma vie, je l'avais déjà depuis le début, je pense. Depuis que j'ai OK. commencé, comme je t'ai dit, à 11 ans, quoi. À 10-11 ans, j'ai dit: «Mais c'est ça y est, je vais faire ça toute ma vie». C'était tellement fort, quoi, tu vois? Et plus le temps passait, plus je me disais: «Mais voilà, je sacrifie ma vie». D'ailleurs, j'ai sacrifié mon crâne, tu vois? Donc là, j'ai un peu plus de cheveux, mais à un moment donné, j'avais plus C'est du nous tout de tous, cheveux. c'est le vrai. J'avais plus du tout de cheveux dès le début, en fait. Dès l'âge de 11 ans, en fait, j'avais des croûtes de sang et tout sur le crâne et je me rappelle que je faisais du foot et l'entraîneur, il me disait: «C'est quoi ce truc sur ta tête là? Tu vois, c'est quoi Timo ce truc là? Mais c'est horrible!» Tu sais? Parce que j'avais du pus quoi sur le crâne et je continuais de tourner ma tête même si j'avais, ça avec un bonnet, mais ça s'arrachait, tu vois? Donc du coup, je perdais, ça saignait et après ça a fait, une bosse et un cal osseux et donc ce truc là, voilà, quand tu es à ce niveau-là de détermination, tu vas faire ça toute ta vie en fait, tu vois? Donc c'était déjà dès le début que je me disais que je vais faire ça toute ma vie. Après, est-ce que je vais en vivre de ça? Ça, c'est arrivé, je me suis pas trop posé la question, mais c'est arrivé quand, j'étais surtout dans Vagabond. Donc ça faisait, une dizaine d'années que je dansais, je pense 10 ans, même pas 10 ans, 8-9 ans et là, on commençait à gagner les gros battles et à voyager dans le monde entier OK. et là, mes parents, ils ont commencé à
voir que c'était sérieux et ils m'ont laissé un peu plus de liberté, quoi. OK, fort. Alors justement, tu parles de Vagabond, 4 fois champion du monde. C'est quoi le souvenir le plus fort entre les 4? C'est quoi le souvenir le plus fort des 4? Je pense que le souvenir le plus fort, c'était mon alors pour récapituler, on a gagné 2 fois le Battle of the Year. On a gagné le Battle of the Year, c'est le championnat du monde officiellement, en crew. Donc on a fait 2 fois vainqueur au battle, donc 1re place dans les battles, donc dans le même événement, vainqueur au show, donc au showcase, aux chorégraphies qu'on doit faire, qui nous permet de nous qualifier pour, la phase finale, du battle et donc du coup, en fonction de ta place dans le spectacle, qui a lieu plus tôt dans la journée et ben, soit tu arrives directement en demi-finale, soit tu arrives en quart de finale directement et nous, on était directement en demi-finale parce qu'on avait la 1re place les 2 années de suite, tu vois? Dans Ouais, le ouais, je show vois. Ouais. et après au battle, on a gagné le battle aussi. Donc on avait tout survolé et donc ça, c'était, en 2011 et en 2012 et il y avait aussi, pendant ces 2 années, donc en 2010 par contre et 2011, on a aussi gagné le UK B-Boy Championship qui à l'époque était, considéré comme le 2e beau Ouais, Battle of ouais, the c'était Year, tu énorme à vois? l'époque. Un événement de même, et donc ça aussi, on l'avait gagné 2 années de suite et le moment le plus marquant pour moi, c'était, 2012 quand, j'ai fait, mon passage contre Pokémon en demi-finale et que, c'était le dernier passage du battle et je pense que tu t'en souviens toi aussi Karl, parce que je me rappelle toujours de cette image quand tu m'avais dit que tu l'avais remis et tout, je sais pas quoi. En tout cas, c'était, un moment, Tu tout mar cassé là, c'était bon, c'était la fin. vu que c'était la fin du battle et qu'il y avait beaucoup de pression, parce que Pokémon, c'est les rivaux de Vagabond depuis, plus d'une décennie, quoi. Et ben, à ce moment-là, on était, sur la scène du Battle of the Year. En plus, tu avais le retour de Lilou dans l'équipe et tout, tu vois? Donc, du coup, c'était sérieux et en demi-finale, vraiment, on était, je crois qu'il y avait égalité parfaite et je voyais que même dans les yeux de Mohamed, qui est le leader de Vagabond, il y avait un truc, waouh, tu vois? Il faut qu'il y ait, un truc qui se passe et Fallait je me faire la rappelle diff. qu'on avait prévu, donc ouais, il y avait l'assaut basket. C'était une combi, en fait, elle s'appelait comme ça. On faisait un truc qui ressemblait à du basket et tout et à la fin, il y avait mon passage où je rentre en salto et je fais mon passage et Mohamed, je crois qu'il l'avait un peu oublié à ce moment-là parce que c'était, l'énergie, elle partait dans tous les sens et je lui dis: «Mohamed, saut basket!» «Ah ouais, ouais, ouais» et là, on fait la combi. C'était le dernier passage et je finis le passage, en fait, je suis un peu tombé, tu vois? J'ai failli tomber, je me suis rattrapé en 90. J'étais bloqué et j'ai fait clash comme ça alors que j'avais jamais fait ça et là, en fait, ça a un peu, fait tomber la balance d'un coup et donc c'était clair qu'on gagnait et ça nous a fait passer en finale et après en finale, c'est la suite de ça. On a gagné du coup l'événement et on a été champion du monde pour la 2e fois. Vraiment à l'époque, Vagabond, c'était fort. Bon, bah, maintenant qu'on a vu le volet danse, qu'on l'a un peu survolé parce qu'il est long, on va parler du volet musique. C'est ça aujourd'hui qui va plus nous intéresser. On va d'abord parler de tes prods en tant que b-boy pour Ouais. le monde du break, mais tu as aussi un autre volet que tu vas parler après parce que tu fais pas que de la musique que pour le break. Tu fais aussi de la musique pour Nike, pour Line, et cetera. Tu as même accompagné des artistes et tu as fait beaucoup de choses à côté, on va en parler après. Est-ce que la musique pour le break, c'est vraiment quelque chose que tu voulais faire depuis le début ou c'est venu comme ça au fil des années, c'était, quelque chose que tu as maturé? Alors la musique, pour le break, non, c'est arrivé justement, bien plus tard que le moment où j'ai commencé à faire, des prods. Pour faire un petit récapitulatif vite fait, je faisais déjà de la musique avant de faire du break et donc du coup, dans ma famille, on est des musiciens. Mon grand frère, il fait du piano depuis que je suis petit. J'ai baigné, dans ça. Il fait du gospel, il fait, de la soul et tout ça, tu vois? Et puis de la musique classique aussi. Et donc mes sœurs aussi, elles jouent de la musique, elles chantent. Enfin, on était dans ma mère aussi, mais du coup, j'étais inscrit à des instruments de musique très tôt parce que, j'avais un peu, des dons pour la batterie. Tu sais, je tapais sur les casseroles depuis l'âge de 2 ans et tout et donc du coup, mes parents m'ont très vite acheté des batteries vers l'âge de 3, 4, 5, 6, 7 ans et tout. J'avais plusieurs batteries de tailles différentes et à un moment donné, ils ont voulu m'inscrire vraiment officiellement à l'école de musique et j'ai dit, enfin, ils ont voulu m'inscrire à la batterie et j'ai dit: «Non, je veux faire du violon» et en fait, quand je me rappelle de ça, je me dis: «Mais pourquoi?» Quand ma mère me dit ça, je lui dis: «Mais pourquoi j'ai voulu faire du violon?» alors que c'était, justement considéré comme, limite ringard parce que les classiques, c'était pas le truc qu'on voulait faire quand on était petit et tout, tu vois? C'était plus, le hip-hop, la batterie et tout et en fait, c'était parce que je voulais suivre mon pote parce que quand on est petit, on veut tout le temps suivre nos potes, tu vois? Et j'avais mon pote qui faisait de l'alto, un pote qui s'appelait Manu, vu que quand tu es petit, tu vois, tu veux tout le temps faire comme tes potes donc j'ai fait de l'alto, en fait, pendant 1 an
parce qu'il faisait ça. Et après, j'ai fait 4 ans de violon, donc je me suis mis à faire finalement de la musique classique, qui était comme une sorte de parenthèse. Et puis j'ai repris les percussions et la batterie pendant plusieurs années. Et après, je me suis mis à faire du break, et c'est là que j'ai tout arrêté. Et ça a pris tellement de place en fait. Donc j'ai fait on va dire mes 10 années de break à fond. Et à un moment donné, après avoir fait les championnats du monde et avoir gagné tout ça avec Vagabond et tout, j'étais un peu fatigué de ça. Et j'avais en fait surtout le sentiment que je devais me remettre à faire de la musique et surtout à faire des instrus, parce que mon frère faisait des instrus toute ma vie, je le voyais faire ça. Entre parenthèses, il faisait des instrus avec Pharcyde quand j'allais au collège, avec Imani Trop des fort. Pharcyde, tu vois. Et Incroyable. j'allais au collège en écoutant ces sons comme ça, et donc ça m'a directement mis, en fait, ça m'a fait baigner dans un environnement hip-hop, soul et tout ça. Tu vois, Jay Dilla, Ouais. Erykah Badu, et puis tout ce style de musique, c'était des trucs qui me plaisaient déjà petit, parce que mon frère faisait déjà ça. Et donc du coup, au-delà de mon frère, j'aimais ça, tu vois? J'allais chercher de moi-même. Donc j'ai commencé à faire des sons qui étaient plus dans ce genre-là. Et pendant on va dire 5, 6 ans, jusqu'à 2017, non pardon, pendant 3, 4 ans, parce que j'ai dû commencer à faire des instrus vers 2013-2014. Et en 2017, c'est le moment où je me suis dit: «Pourquoi pas faire des mixtapes de sons de break?» Et peut-être que du coup, en fait, je vais y mettre ma patte, et il y aura un truc différent des autres producteurs de sons de break. Et du coup, quand je me suis mis à faire cette mixtape, et bah, ça a fait un effet, en fait. Et donc du coup, tout de suite, tu avais Tyrone de IBE, et puis ce Red Bull, Flying Steps et tout ça. Je me rappelle, ils avaient tous fait des posts sur Facebook à l'époque, c'était Facebook. Et ça m'avait grave motivé, parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait un truc différent, même dans ce qu'eux, ils disaient dans leurs posts. Ils disaient qu'il y avait une fraîcheur et un truc nouveau. Et ça m'avait fait du bien. Je me rappelle que j'en avais fait un post sur Insta. J'avais fait le screenshot de leur message, qui m'avait du coup, voilà, ça m'avait poussé à continuer. Et puis Ouais. surtout le retour des danseurs. Il a pas été, c'est pas quelque chose qui a été, on va dire, instantané ou direct. Parce que la musique, c'est pas pareil que la danse. Quand tu postes un truc de danse, tu as tout de suite le retour. Tu vois? Waouh, ça saute aux yeux parce que c'est visuel. Tu mets un truc sur Instagram ou sur Facebook, c'est de l'image. On est dans un monde d'images, tu vois? Donc du coup, Ouais. tout ce qui est la danse, ça, surtout avec moi, bah, ça a pas le même effet que la musique. La musique, ça met un peu plus de temps, et les retours, tu les as au fur et à mesure, tu vois? Donc au début, tu te dis: «Bon, bah, voilà, je poste ma musique», et des fois, tu peux un peu douter, parce que tu t'as pas le retour qui est à la hauteur de tous les efforts Ouais. que tu as fournis. Mais en fait, ça vient après, et puis tu as les dizaines de milliers de vues qui commencent à arriver. Après 100 000, après voilà, je reviens vers mon SoundCloud et je vois 300 000 vues, ah ouais et tout, tu vois? Donc en fait, ça fonctionne. Donc ça touche les gens, mais tout le monde ne l'entend pas tout de suite, parce que voilà quoi, la musique, c'est un autre média que l'image. Et donc maintenant, en fait, tes mixtapes, elles tournent dans le monde entier. On voit sur Insta, tous les b-boys, ils partagent des entraînements. Dis-moi, c'est quoi le feedback le plus fou que tu reçu du milieu de la danse? Que ce soit, un organisateur, un DJ, un ou des danseurs. C'est quoi le feedback qui t'a fait: «Waouh, OK, d'accord, là, vraiment, je suis dans le bon»? Il s'est passé un truc ce week-end justement, quand j'étais à Hartford, pendant le battle. C'est que du coup, c'est un truc que j'ai oublié de te dire avant, c'est que, heu, pendant le battle, enfin pendant le festival, en fait, il y avait la mère de Jay Dilla qui est, en fait, Folie. mon «idole» Mmh. entre guillemets, même si moi je suis pas trop quelqu'un qui est fan, en fait, comme les gens qui sont fans, c'est qui crient: «Ah!», tu vois? Qui Mmh. crient pour les stars dans les concerts. J'ai jamais trop compris pourquoi les gens ils s'évanouissent et tout dans les concerts. Comment on peut, je sais pas, c'est pas Dieu quoi, c'est un autre humain. Mais en fait, je suis quand même fan, tu vois, de certaines personnes. Et pas au point d'en tomber dans les pommes, mais en tout cas, je suis très fan par exemple, de Jay Dilla et de d'autres artistes. Et c'est grâce à lui, entre guillemets, que j'ai commencé la musique, parce que voilà, ça m'a touché quoi, sa musique. Et là, il s'avère qu'il y avait la mère de Jay Dilla dans l'événement. Elle était dans le public pendant que je faisais jury en fait du battle. Et l'organisateur m'a dit: «Mais elle est juste là, en fait». Tu vois? Quand je lui ai posé la question, à ce qui paraît, il y a la mère de Jay Dilla qui est là.
Il m'a dit: «Elle est juste là». Je suis allé et je l'ai vue et donc je l'ai même pris dans les bras. Je lui ai dit: «Mais merci pour votre fille», tu vois? Ça m'a presque mis les larmes aux yeux, quoi, de la voir parce qu'elle est trop mignonne. Elle est là, tu vois? C'est un icône, en fait, pour, Ah ouais, ouais, c'est même une, comment extraordinaire. dire? Il y a même un culte un peu autour de lui, tu vois? Ouais, Parce ouais. que sa musique a changé la vie de plein de gens, en fait. Tu vois? Un peu de la même manière que moi ça m'a fait cet effet-là. Il y a même des t-shirts où c'est Jay Dilla Change My Life, Saved My Life, tu vois? C'est un truc connu où, sa musique, elle vient faire un truc particulier. Donc du coup, le fait de voir la maman de cet homme qui est aussi humble comme ça et qui est posée comme ça en train de regarder le battle, c'était incroyable et donc du coup, je lui ai tout de suite, parlé comme si, voilà, enfin, je sais pas, d'humain Comme à si tu humain, avais quoi. déjà un lien avec Je lui ai elle, fait quoi. un petit Ouais, câlin comme ça et donc du coup, c'était déjà un moment qui était incroyable et après, c'est-à-dire que les minutes qui ont suivi, je me suis remis sur ma chaise de jury et comme par hasard, le DJ à ce moment-là, il lui a plu de passer mes musiques, tu vois? Parce qu'en fait, le DJ, il avait pas mal de musique de moi et donc du coup, c'était la finale, en fait. Donc il a mis mes sons, notamment un son qui me fait penser beaucoup à JD, et je regardais donc la mère de JD à ce moment-là. Elle était comme ça en train de danser sur mon son et là, j'ai fait: Champion, c'est «Waouh, là, c'est un validé. truc de fou» et là, c'était ils disent les quinries, c'est full circle, tu vois? Ça revient en fait, à toi, en fait. J'ai commencé grâce à lui et là, quelque part, maintenant, c'est elle qui est en train de kiffer mon son et vraiment, je la voyais, elle avait Extraordinaire. une vraie réaction parce que des fois, il y avait des sons qui étaient comme ça et quand ça a été mes sons et tout, C'est bon, tu elle as faisait un gagné, peu plus donc ça m'a touché, j'ai essayé de la filmer. Tu vois, je la filmais comme ça pendant le truc, c'était la finale, mais je faisais un zoom comme ça parce que je voulais enregistrer trop ça. fort. Donc c'était un truc de ouf et le lendemain, on était dans un studio avec elle et d'autres gens et ça, c'était un moment magique où justement on a écouté des sons, exclusifs de JD et il y avait donc la maman qui était là et je lui parlais. Je lui disais: «Vous venez d'où?» et tout ça. Elle me dit: «Ouais, j'habite, à Porto Rico et tout ça, j'adore les gens, j'adore ci, et cetera». Je lui parlais de ma vie avec mon frère et que mon frère, il fait de la musique et que donc il m'a inspiré, depuis que je suis petit et que je me suis mis à faire un peu comme lui quelque part parce que du coup, moi j'ai ce truc où je m'imprègne beaucoup des autres, tu vois? Comme tu sais, même j'imite, les autres, tu vois? J'ai un peu un truc d'imitateur Mmh. et tout donc je gobe un peu, comme ils disent le Sharingan, tu Ouais. vois? Donc je gobe les trucs et donc du coup, comme je voyais mon frère faire du son toute ma vie et que moi-même je faisais de la musique, ça allait très vite pour faire des sons, en fait, tu vois? Parce que j'avais déjà ça, en fait, en moi. C'était comme un potentiel qui était là, heu heu, tu vois? Et donc je me suis mis à faire des sons sur mon iPhone quand j'étais petit et ça s'est fait direct. Donc du coup, je racontais ça à la mère de Jay-Z, elle me disait: «Oui, c'est comme», elle souriait comme ça en me disant: c'est comme Jay Dilla et son petit frère qui s'appelle Illa en fait Magnifique. et qui est aussi connu». Et donc le fait qu'elle me dise ça de sa voix, tu vois? Qu'elle me C'est dise, ouf. sa propre voix, c'est comme mes fils et tout, ouais, c'est pareil et tout. Et là, du coup, je me disais: «Mais» enfin moi, ça m'a fait un truc dans mon âme, quoi, tu vois? Donc après je lui ai fait écouter les sons de mon frère aussi. Des sons que lui n'avait jamais fait écouter justement, notamment avec Imani de Ouais, Pharcyde, des sons magnifiques, tu vois? Et je lui faisais écouter, elle fermait les yeux comme ça et ça et donc je filmais, je montrais à mon frère. incroyable. Ça l'a trop Faire touché de aussi, donc dingue. c'était un moment incroyable. Et là, voilà, bon, voilà, c'est certains peuvent se dire: «Oui, bon, c'est que sa mère», Non, mais mais en quand fait, ouais, c'est pas lui, c'est pas mais ça représente un truc de ouf, ouais. en fait. C'est En fait, c'est spirituel presque même, symbolique, en quoi. fait, c'est extraordinaire. En fait, voilà, c'est full Symbolique. circle comme ils disent là-bas et puis c'est symbolique et en fait, j'ai l'impression, en fait, que la musique enfin, en fait, c'est même sûr. En fait, la musique, elle est venue largement avant la danse et donc là, tu es en train de retourner à ton essence et en fait, c'est limite la danse, c'est en train de devenir juste un petit chapitre et là, tu es en train d'ouvrir un énorme chapitre avec la musique et on sait pas où ça va te mener, quoi. Ouais, voilà, 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 c'est clair. Franchement, c'est ça et puis ce qui est fou, c'est que, la danse ne part jamais, en fait, tu vois? Hier, j'étais avec Manuela, qui est une personne qu'on connaît tous les 2 et qui est important pour nous parce que une personne qu'on apprécie beaucoup et du coup, je parlais avec elle et je voyais dans la discussion que, du coup, il y avait, ce truc où effectivement, en fait, l'un va avec l'autre, en fait. C'est pas, la même si je fais plus je vois que là, je suis attiré par New York par rapport à la musique et que j'en suis à un chapitre de ma vie où en fait, comme le disait un des danseurs avec lesquels je m'entraînais à Brooklyn, là, dans la salle de training, il me disait: «But bro, you already did it, tu as été champion du monde et tout», tu vois? Parce que je lui disais,
je sais plus de quoi on parlait, mais on en arrivait à un sujet où il me disait qu'en gros, j'avais déjà fait les gros trucs et qu'eux, ils avaient pas encore fait et que moi, j'avais déjà été champion du monde et tout et que du coup, bah, ça y est, you did it. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, extraordinaire. Et donc du coup, Fort. ça me rappelait qu'en fait, bah, ouais, en fait, finalement, là, je danse pour le kiff. C'est vraiment que pour le kiff. La raison pour laquelle je suis dans cette salle, c'est parce que, voilà, il me reste plus que ça, en fait. Vu que j'ai déjà fait les trucs les plus gros, j'ai plus de pression à me mettre et donc c'est pas parce que j'ai plus de pression à me mettre et que du coup, c'est moins important que ça disparaît la danse. C'est quand Ça même restera hyper live, important pour moi parce que c'est un reste for moyen life. d'expression et même toi, voilà et même pour toi, toi-même, tu sais que même si tu es plus âgé que moi et tout, tu danses à une autre, on va dire, quantité, c'est quand même hyper important de danser pour nous. Je pense que ça fait partie de notre essence, tu vois? On a besoin de notre tempérament, quoi, tu vois? On est des boules d'énergie et on a besoin de s'exprimer à travers ça et en plus, dans la danse, par rapport à des sports qui sont juste physiques, bah, tu as la musique, donc c'est un art, donc c'est un truc de fou, quoi, la le break, c'est un truc de fou. La danse, c'est un truc de fou, mais le break, c'est un truc de fou et voilà, donc la danse ne partira OK, jamais. Je fort. suis ici, je sens que, je suis beaucoup appelé ici par rapport à la musique, parce que c'est ce qui me branche avec, mon monde intérieur, en fait, tu vois? C'est en fait, la musique que j'aime et c'est ça qui différencie avec, hem, avec, ce que je vis en France. En France, je pense que dans le monde entier, on peut vivre des expériences incroyables et être heureux ou être malheureux dans n'importe quel endroit du monde. Mais il y a quand même des endroits dans le monde où, ça vibre plus avec ce qu'on aime et par exemple New York, je sens que la musique, heu, c'est vraiment comment je peux le dire? C'est vu que la musique que j'aime, c'est-à-dire la musique soul, le jazz et le hip-hop, ça vient de là et ben, en fait, c'est vraiment imprégné dans la ville, donc tu le sens de partout, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils sont en train de chanter sur leur vélo, mais tout le monde, hein, tu vois ce que Ouais, je veux dire? Alors bien Harlem et sûr, tout, c'est n'en parlons pas. incroyable. Harlem, c'est tu vois, là-bas, ça pue la soul music et le jazz. Les gens, ils sont comme ça. Les clochards, ils sont comme ça. Les homeless, ils sont en train de chanter: «Hey!» Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là et tout et donc du coup, je c'est pas de l'idolâtrie que j'ai vis-à-vis de ça, c'est plus, tu vois, comme un sorte de constat de: «Waouh, mais en fait, il y a rien à faire, ça vient d'ici, ils sont comme ça». Pour revenir un peu au monde du break, est-ce qu'il y a des gens du Move qui t'ont un peu regardé un peu bizarrement, peut-être un peu jaloux, qui t'ont dit des trucs un peu, genre: «Reste à ta place» ou «Toi tu vas pas grailler mon pain» ou tu vois? Est-ce que tu as senti qu'il y avait une petite gêne et qu'il y avait une sorte de bulle de DJ dans le break et que toi que tu es arrivé un peu pour dépoussiérer ça et que tu as un peu senti que tu te dérangeais? Clairement, il y a ça. Clairement, il y a ce truc-là. Déjà, le monde du DJ, c'est un monde qui est petit de ce que je vois et je l'avais déjà capté ça avant même d'être DJ, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a pas 10 000 DJ, hein. Dans le break, tu vois, souvent, il y a que quelques noms qui reviennent. On n'a pas besoin de les citer, mais que ce soit en France ou à l'international, c'est tout le temps, «Ah, tu as la mixtape de tel DJ ou de tel DJ» et donc du coup, finalement, ouais, les places sont un peu chères, en fait, tu vois? C'est-à-dire que du coup, heu, pour, un petit truc que je voulais dire, c'est que je me suis mis à faire, quand je me suis mis à faire du son, mais plus particulièrement à faire DJ, ou plutôt à faire des sons de break et à montrer que j'étais DJ et que j'allais me mettre à faire des sons de break. Il y a eu un moment où quand je me suis mis à faire, des sons donc particulièrement de break et à me mettre à faire DJ, où j'ai senti qu'il y avait des DJ dont je tairais le nom, surtout par exemple un DJ qui ou 2 qui me supportaient beaucoup en tant que b-boy. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient fans de moi et ils étaient là à me parler, tu vois? On se parle, en fait. D'un coup, quand j'ai commencé à faire, du son et pas particulièrement du son de break et à montrer que j'étais DJ, j'ai plus eu de nouvelles de eux et vraiment, hein, c'est-à-dire que normalement, tu vois, tu as quelqu'un qui se met à faire, je sais pas moi, des mixtapes, tu le soutiens, il est nouveau, tu vois, tu l'accompagnes peut-être et donc en gros, pour dire, tous ceux qui ont un gros ego, tous ceux qui sont connus, ils m'ont pas supporté. Mais je m'en fous, hein, parce qu'en fait, je pense même pas à eux, tu vois? Mais en tout cas, ces mecs-là, j'ai pas vu un like de leur part, que ce soit sur, Waouh! Facebook, Instagram ou SoundCloud, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'ils likent mes vidéos, hein, t'inquiète pas, ils sont là. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'ils vont pas me la faire. On voit les réseaux sociaux, tout le monde voit tout.
Il y a pas eu un seul retour de leur part. Par contre, j'ai eu des retours des DJ qui ne sont pas connus. Tu vois ce que je veux dire? Et notamment, par exemple, de connus, en tout cas, qui ont moins de visibilité et des retours qui étaient vraiment de l'ordre de: «Waouh, mais King, c'est lourd, vas-y, continue». Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, ça me fait du bien quand un autre DJ me fait ça parce que je suis pas encore DJ, moi, j'ai besoin de soutien, tu vois? Donc la confiance que j'ai dans le break, c'est une chose. La confiance que j'ai en tant que producteur de beats, c'est autre chose et celle en tant que DJ parce que tu es sur scène et tout, c'est un autre truc, en fait. C'est vraiment des trucs différents donc j'ai eu notamment le soutien de DJ Ben. DJ Ben, vous vous souvenez de DJ Ben qui Grave. n'est plus dans les battles? Je me rappelle et il m'avait, vers 2017-2018 donc quand j'avais sorti ma mixtape, il avait, il m'avait fait même presque un FaceTime, je sais plus, il m'avait appelé en vidéo, il m'avait envoyé des vidéos où il me montrait qu'il était dans un training à Bordeaux et que la musique que je faisais, elle était ouf et que genre, il me disait: «Vas-y, fume-les». Il me disait ça parce que je pense qu'il avait une petite, Ouais, peut-être une petite rancune c'est vis-à-vis sûr. de certains DJ, qui sont actuellement dans le milieu. Il me disait: «Vas-y, fume-les et tout, fume-les». Tu vois? Donc tout ça pour dire qu'il y a on peut soutenir les autres et je vois que certains DJ ne l'ont pas fait. Donc c'est peut-être qu'ils avaient l'impression que j'allais prendre leur pain ou je sais pas, alors qu'en soi, quelque part, là, j'ai pas encore, j'ai fait beaucoup de trucs, car j'ai fait des trucs qui étaient assez importants, notamment les JO. C'était moi qui étais DJ aux JO, heu, pour échauffer les athlètes. Donc les JO, il y a eu qu'une seule fois, dans notre vie, il y aura qu'une seule fois dans notre vie, les JO, breaking. Extraordinaire. Ouais, ouais, c'est un moment Ouais, unique. c'était moi, à la Concorde, à la place de la Concorde. Donc tu avais l'événement, de breaking, des JO et puis tu avais le côté où Ouais. il y avait les échauffements des danseurs. Tu avais, les breakers de toutes les nations avec leurs équipes et tout, leurs drapeaux, les fans parce que c'était devant les fans aussi, tu vois? Et moi, j'étais en plein milieu, c'était de moi qui devais les animer, c'était moi qui devais chauffer les athlètes et les préparer à être bien pour le meilleur moment de leur vie, en fait, le moment le plus important de leur vie, qui était, ce moment enfin, franchement, je me disais: «Mais comment ils font pour supporter la pression?» parce que moi-même, Ouais. je suis un b-boy, donc je sais la pression que c'est, les gros événements et tout et surtout ce moment-là, mais vu qu'ils ont eu beaucoup de préparation et beaucoup d'événements, préparatoires aussi qui ressemblaient à ça, c'est-à-dire les OQS et tout, qui étaient des versions, des versions, comme, des copies de ce qu'ils vont faire aux JO, mais qui avaient lieu, les 2 ans avant, tu vois? Ils se sont préparés, ils connaissent déjà l'environnement, donc ils ont peut-être pas la pression que je m'imagine qu'ils ont, mais ils en avaient une et moi j'étais là pour être, en charge de les mettre bien et de leur mettre des sons qui les mettent sur une bonne fréquence, quoi, tu vois? Donc je pense que j'ai fait un bon taf parce qu'ils m'ont beaucoup remercié, quoi et puis aussi il y a eu des Fort. prestations de ouf, notamment Phil Wizard. Phil Wizard, il était magnifique, tu vois? Je l'ai vu de mes propres yeux parce qu'après j'avais le droit donc à un moment donné, je pouvais sortir un peu de mon DJ set et d'aller, donc devant la scène pour les regarder et je l'ai vu de Phil Wizard, Ouais. survoler l'événement, il flottait quoi. Tu vois? Il surfait comme ça avec son pantalon blanc et tout, il souriait, c'est surtout ce truc-là. Il avait le sourire, il avait, heu, il avait une joie et je le voyais comment il était avec les autres athlètes, parce qu'on les appelle les athlètes, tu vois? C'était des b-boys et des b-girls, mais c'est des athlètes à ce moment-là. Il était, heu, il était dans un partage en fait. Là où tu vois, tu pourrais avoir tendance à te fermer sur toi parce que la pression est telle, c'est les jeux olympiques, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, IBE ou, Battle of the Year. Même les grands organisateurs des événements, de break, qui étaient présents là, parce qu'ils étaient là avec leurs équipes, avec la Hollande, avec, la France, avec, le Japon, avec, le Canada, tu vois? Tu avais tous les pays, les States, tu vois? Ils venaient en mode, équipe, nationale, donc certains organisateurs et ben, je sentais que même eux, ils étaient comme des invités, enfin, pas des invités, mais des finalement un peu des anonymes dans cet événement qui était autre chose que le contexte du break. Tu vois ce que je veux dire? Ils arrivaient là comme, des visiteurs, hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Comme des visiteurs dans, cet événement des JO auquel, en fait, ils n'avaient pas forcément les ficelles. Parce que là, les ficelles, c'est les JO, donc on était tous petits à ce moment-là. Que ce soit les athlètes, que ce soit les orgas, que ce soit moi, que ce soit tous ceux qui étaient présents, du monde du break au sein des JO, on était là en train d'être comme fascinés, tu vois? Et donc du coup, c'était magique. Donc je suis content d'avoir fait cette presta Fort. de DJ,
pour les athlètes, OK, pour les échauffements. Donc c'était un moment qui m'a marqué dans ma carrière de DJ et tout ça, je voulais dire tout ça parce que, j'ai pas encore fait, non plus énormément de trucs en tant que DJ et donc ce que je voulais dire, c'est que, heu, je pense que je l'ai pas encore trop senti, ce truc de jalousie ou de je sais pas si c'est une jalousie ou de la part des autres DJ, «Ouais, tu vas me prendre mon pain», tu vois? Je l'ai senti, mais pas de manière, physique encore. Quand je vais commencer à ouais, aller dans des gros événements, en compagnie de certains DJ qui sont, paumés, tu vois? Peut-être qu'il va y avoir, 2-3 trucs que je vais sentir, tu vois? Du genre, ouais. «Reste à ta place», tu vois? Et en fait, je m'en fous, en fait, parce que c'est ça la vie, en même temps, c'est des choses que j'ai compris, c'est qu'en fait, Heu, chacun pense un peu à soi et et une fois que tu l'as compris et ben, tu arrêtes de vouloir plaire aux autres parce qu'en fait, je me rends compte: «Ah, en fait, je voulais plaire peut-être un peu à tout le monde», mais en fait, là, je me rends compte que finalement, un tel et un tel, en fait, ils s'en foutent de moi, même pire que ça, carrément, ils veulent, ils veulent un peu, peut-être ils veulent pas mon bien forcément, tu vois ce que je veux dire? Parce ils veulent pas que je leur prenne leur place ou quoi, donc en fait, raison de plus pour tout péter, en fait. Je voulais juste dire que c'est parce un truc important que tu as dit, qu'en fait, au final, ils veulent pas forcément ton bien, mais ça veut pas dire qu'ils veulent mon mal au sens où ils veulent me faire du mal directement, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste que du coup, c'est pas des bienfaiteurs pour moi puisqu'en fait, au lieu de me soutenir, ils vont faire l'inverse, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, cette énergie, je la ressens et en fait, au début, tu peux avoir l'impression, comme dans tout domaine, tu vois, que enfin, justement, tu vas tu vois, tu vas pas te sentir très bien parce que, voilà, peut-être que quelqu'un qui peut être timide ou quoi, il aurait envie qu'on le soutienne beaucoup et tout et en fait, au contraire, il faut sortir de ça et et voilà, quoi. On va un peu sortir du monde du break et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est que au delà de travailler dans le monde du break, tu travailles aussi dans le milieu commercial, parce que tu as déjà travaillé pour Nike, pour le Show La Haine et plein d'autres choses. Comment tu approches ce type de job? Comment tu travailles avec ces grandes compagnies pour, créer de la musique et est-ce que c'est un monde différent du break? C'est quoi le process? Explique-nous en quoi ça diffère du break. Alors, donc déjà la différence entre le break et le monde un peu plus commercial, on va dire, c'est que, bah, en fait, déjà dans le break, quand je crée des sons, à la base, je les crée pas forcément pour faire directement de l'argent avec ou quoi. Je les avais créés parce que déjà c'était des mixtapes, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était, heu, pour le but c'était que je puisse les mixer moi-même dans les battles ou que les gens les utilisent, que les gens dansent dessus, mais il y a pas encore de rémunération. Après, il y a, le contexte dans lequel quelqu'un du monde du break me demande de faire un son pour lui et donc du coup, vu que c'est le monde du break, je connais les codes et donc du coup, ça va assez vite et aussi, il y a entre guillemets «pas trop de pression» parce que, c'est, un peu mes semblables quoi, ceux qui vont me Ouais. demander de faire un son, tu vois ce que je veux dire? Donc ça va être assez light et après il y a, par exemple quand j'avais fait le son pour Nike, c'était, le un événement pour Nike qui avait lieu, il y a 1 an ou 2 là, non c'était l'année dernière, et donc j'avais, ouais c'était dans le cadre des c'était au centre Pompidou et donc du coup, il y avait, je devais dealer avec des gens qui, eux, bossaient pour Nike, mais genre, Nike le plus haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, c'était une société qui, eux, avaient la pression de la part de Nike et donc du coup, cette pression, ils me l'envoyaient directement, tu vois? Parce qu'eux doutaient, en fait, vu que je me rappelle à ce moment-là, ils m'avaient demandé de, de rattraper un truc. C'est-à-dire qu'il y avait un producteur qui pouvait pas, se présenter, c'était A-Track. Tu vois, c'était un mec connu en plus et donc A-Track, il a pas pu faire, le son, il devait faire ça genre en 3 jours et donc du coup, Yaman, il m'avait contacté, il m'avait dit: «Est-ce que tu es chaud pour faire ça et tout? Par contre là, c'est là, c'est tout de suite et tout», donc j'ai dit: «Vas-y, je le fais» et donc je pense que ceux avec qui je dealais le truc, ils doutaient en fait. Ils avaient pas confiance en moi parce qu'ils me connaissaient pas, tu vois? Et donc du coup, mais cette pression qu'ils m'ont mis, mais direct quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était un autre level que, ce que je fais d'habitude parce qu'eux, même si c'est une société qui a l'habitude de faire, voilà, avec tout type
tout type d'artistes, des projets, que ce soit des artistes très grands ou des artistes moyens, et cetera. Eux, là, ils avaient la pression de la part de, je crois que c'était Nike World ou un truc comme ça, et ils avaient besoin d'un truc sûr pour genre 3 jours après, quoi, tu vois. Et donc du coup, au début, ils ont douté, mais moi j'avais la vision de ce que je voulais faire. Et je me rappelle que Yaman aussi, il voyait que ce que je voulais faire, ça allait dans la bonne direction, et eux, ils comprenaient pas encore, tu vois. Oui, mais il faut que tu mettes plus de mélodies, mais je leur dis, mais attendez, en fait, là, on est que à un tiers du truc, même pas 20% du projet. D'ailleurs, c'est ce que vous voulez, en fait, je vous montre que le début et qu'au début, il n'y ait pas d'émotion. Donc, ne me dites pas pourquoi il n'y a pas d'émotion et pourquoi il n'y a pas de mélodie si vous m'avez demandé de pas mettre d'émotion parce qu'au début, il faut que ça commence tout doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, je sais ce que je fais, calmez-vous. Et en fait, c'est à ce dans En fait, là vraiment, tu as ressenti le poids d'une boîte énorme avec plein de niveaux de responsabilités différentes et là, tu vois que ça descend en cascade et là, tu vois, c'est quoi un vrai projet, lourd, avec une grosse hiérarchie et là, du coup, toi, tu dois tout encaisser, voilà. tu dois dealer avec ça. Voilà, c'est ça. Parce que tu deals avec, le manque de confiance ou le doute des gens qui t'embauchent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'eux, ils sont embauchés par d'autres gens et donc du coup, ça fait cascade de doutes et au bout, il reste que toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a que toi qui doit être sûr et qui doit, livrer ce que tu as à livrer et voilà. Et au final, et ben, ce qui s'est passé, c'est que quand au fur et à mesure du process, ils ont commencé à se détendre, on a commencé à se comprendre. Et eux aussi, ils ne connaissent rien en fait au monde de la danse, parce que c'était un truc qui était aussi autour de la danse, parce qu'il y avait des danseurs qui allaient danser, il y avait un graffeur qui graffait très connu. Et donc du coup, moi je sais ce que c'est que la danse, je sais c'est quoi la musique de danse, donc je leur ai entre guillemets dit de me faire confiance. Et ils comprenaient pas trop, et au fur et à mesure, ils ont commencé à comprendre. Et à la fin du projet, quand bah, l'événement a eu lieu, et ben, ils m'ont pris dans les bras et ils m'ont dit: «Merci, merci, merci. Oh, tu nous as sauvés, c'était magnifique et tout». Et donc j'étais trop content. Donc c'était un moment trop bien parce que voilà, finalement j'ai eu la preuve que quand on croit en soi, bah, en fait, bah, ça marche en fait, tu vois? Et Peux témoigner, j'étais là, là et j'ai aussi travaillé sur le projet et ils étaient très, très contents et vraiment tu as fait le job fort et du coup, est-ce que ce projet Nike qui était énorme, hein, il y avait vraiment un budget énorme, il y avait une grosse pression. Est-ce que c'était un switch dans ta carrière, hors break? Et en l'occurrence, tu as travaillé aussi pour le projet La Haine, le grand spectacle qu'il y a eu, la scène musicale, est-ce que ça t'a ouais. mis en confiance? Est-ce que tu sens que tu es rentré dans un autre moment de ta vie et que tu as une posture différente et du coup, le côté entrepreneurial et sûr de toi, Tim le musicien, est-ce qu'il commence à prendre de l'épaisseur? Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Je pense que des événements comme ça, comme Nike ou la Haine ou les trucs des JO ou Red Bull aussi, parce que Ouais, j'ai vendu une cinquantaine de sons à Red Bull qu'ils très ont dans leur fort. banque et tout ça. Donc ils peuvent les utiliser pour tous leurs événements. Et donc ça a été aussi beaucoup de taf et tout, tu vois? Donc c'était il y a quelques temps là, d'ici. Mais ce genre de projet en fait finalement te valide en fait quelque part à l'intérieur de toi, même si tu sais que tu es bon dans ce que tu fais, et cetera. Quand tu vis des moments comme ça avec des marques en fait qui te valident, bah, il y a un truc à l'intérieur de toi qui prend confiance, enfin tu te sens légitime en fait, tu vois ce que je veux dire? Officiellement, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, je pense comme un danseur qui gagnerait un événement important, ton level de confiance il change en fait, tu vois? Donc c'est vrai que ça m'a donné de la confiance, et en fait, ça fait que grandir, tu vois? C'est-à-dire que là, je vis des nouveaux trucs que je maîtrise pas encore, tu vois? Comme le DJing, je le maîtrise à un certain niveau, mais après à d'autres niveaux, tu vois? Par exemple, j'avais pas encore fait beaucoup de soirées, tu vois? J'avais pas vraiment fait de soirées en réalité, j'avais fait surtout des battles. Et là, par exemple, ce que j'ai fait à Hartford, c'était, donc animer une salle en première partie de DJ qui sont très connus, parce que Rob Swift, il faut savoir que c'est, tu vois, Ken Swift? Ouais, Ken Swift, la légende du break, et ben, Rob Swift, c'est son il fait, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, comment je pourrais le dire avec les vrais termes, mais en fait, Swift, ça a un rapport avec Ken Swift, Rod Swift, c'est comme s'ils étaient dans le même groupe, je sais pas, du même, faudrait regarder ouais. sur internet. Mais en tout cas, il a rapport avec Ken Swift, tu vois? Donc Ken Swift qui est une légende du break, tu as Rob Swift qui est une légende au même titre
du scratch. Et moi, je faisais l'opening Mort. pour ce mec-là. Et donc du coup, je devais animer avec le style de musique qui me plaisait, mais c'était pas forcément un set de break. Même si j'ai mis un peu du break dedans, tu vois? C'était pas un set de break, c'était un set de musique. Voilà, de musique. Et donc moi, ce style que j'aime, c'est la musique hip-hop, soul et tout ça. Et donc j'ai avancé petit à petit le BPM pour finir avec du breakbeat, mais à ma manière, quoi, tu vois? Des remixes et tout ça. Et donc du coup, tout ça pour dire que animer une salle, dans un contexte qui n'est pas Ouais, le break, ça, c'est un peu un truc nouveau aussi ouais. pour moi. Tu vois? Donc du coup, j'ai encore des nouveaux challenges toujours. Donc ma confiance, elle a fait comme ça sur certains trucs, mais après quand j'arrive dans un nouveau contexte et ben, bah, enfin, voilà, je pense que Ouais, tu peux ouais. comprendre ça, c'est la même chose pour tout le monde, en fait, dès qu'on est dans un nouvel environnement. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu auras atteint le même niveau en break sans la musique et vice versa? Tout à l'heure, tu as commencé en me disant donc d'abord la musique et puis la danse. Donc en fait, la musique est indissociable de moi parce qu'en fait, la musique, c'est ma vie, en fait. C'est ma famille, c'est comment je bouge, tu vois? C'est comment je parle, quoi. Et donc du coup, le rythme, en fait, et notamment la batterie, c'est un truc que j'ai toujours à l'intérieur de moi. Et donc du coup, c'est indissociable de ma personne. Donc quand je danse, et ben, j'ai le même rythme que quand je fais de la batterie, tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Et ça, c'est un truc que j'ai conscientisé quand je me suis remis à faire du son après, donc ma carrière de b-boy, donc après avoir fait Vagabond et tout ça, et que je me suis mis à faire des instrus et que j'ai commencé à avoir une certaine, un certain, parce que quand je fais de la batterie, je m'entends pas à l'extérieur, tu vois? Donc quand j'étais petit et que je faisais de la musique à l'école de la musique ou chez moi, je m'entendais pas à l'extérieur parce que j'étais, mais quand je fais des prods, tu t'entends ce que tu as Ouais. créé, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, je voyais de l'extérieur qu'en fait la musique que je fais, elle ressemble à ma danse, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, c'est là que je me rendais compte que, oh, en fait, c'est la même patte qu'on est en fait dans tout ce qu'on fait, on a la même patte, on a la même, c'est la même chose en fait, tu vois? Donc c'est la même énergie en fait. Pour revenir à ce que tu disais, donc heu, c'est, heu, c'est bien sûr que ça m'a apporté la musique que je faisais avant de commencer la danse, m'a automatiquement apporté dans ma danse parce qu'en fait, c'était déjà en moi, comment je bougeais. Et j'aurais jamais été, B-boy team si j'étais, si j'avais pas fait de la musique, si j'avais pas été dans cette famille, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, donc tout ce que j'ai vécu dans ma vie et principalement, effectivement la musique. Mais du coup, je bouge de cette manière-là parce que j'ai ce rythme-là. Et après quand je me suis mis à faire de la musique et donc des prods, c'était le retour à ce que je faisais déjà avant de faire de la danse, mais chargé de tout ce que j'ai appris, à travers la danse et de toutes les rencontres et de toute, l'expérience, de scène, tu vois? Où tu es sur scène, où tu es en live, tu vois ce que je veux dire? Où tu es, je sais pas, dans un truc d'adaptation parce qu'on freestyle, tu vois? Dans la danse, on freestyle. Même si le break, c'est un truc quand même très codé. Moi, je suis un mec qui a beaucoup de code et tout, donc c'est aussi en fait, je suis quelqu'un qui navigue un peu entre plusieurs extrêmes, tu vois? Qui sont le côté extrêmement carré, tu vois? Rigoureux, qui est, les mouvements de break, et surtout les mouvements que je fais qui sont très techniques, qui demandent beaucoup de travail et tout ça. Et donc qui fait que du coup, bah, tu as cette envie d'être, extrêmement propre au moment du battle ou au moment de l'événement, tu vois? Quand je m'entraîne dans la salle de break, j'ai comme, souhait d'être hyper propre, d'être hyper carré. Et donc du coup, ça va un peu à l'encontre de ce que je disais qui est de l'ordre du freestyle et de l'improvisation qu'il y a dans la musique et que j'ai aussi en moi, mais que du coup mon côté, très carré, et ben, en fait, m'empêcher de, et beaucoup de b-boys, on a ça, en fait, c'est qu'on on aimerait trop freestyler, mais en fait, l'obligation d'être, propre dans nos mouvements et dans nos codes qui sont très, très difficiles physiquement, en fait. Parce que c'est ça qui est différencié avec, la danse debout et tout ça, c'est que le break, si tu es pas concentré, tu tombes, tu rates ton passage et tu veux pas ça, en fait. En parlant en fait d'héritage familial, quand tu as commencé à produire toi-même, comment ta famille a réagi? Parce que tout à l'heure, on a parlé de ton frère parce que ton frère, il est vraiment dans la musique depuis longtemps. Il travaille avec les plus grands, SCH, Gims, Monsieur Nov, Jennifer et j'en passe. C'est quoi son Mmh. premier conseil et comment il a pris quand, tu as décidé de produire de la musique? La première chose que j'ai tirée de lui déjà, c'est
toutes les années de vie que j'ai vécues à être à côté de lui, en fait, à être dans la même maison que lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc être dans la même maison que mon frère, en le voyant faire, déjà je m'imprègne, donc il y a rien besoin de dire. C'est déjà là. Ensuite, quand je me suis mis à faire du son, heu et qu'il a commencé à entendre mes prods, je me rappelle qu'il disait: «Waouh, mais c'est trop bien, quoi, c'est magnifique». J'ai encore cette image d'un moment donné où j'étais, dans le salon avec ma mère et mon frère et puis je faisais écouter des instrus à mon frère et il disait: «Mais c'est magnifique» et ma mère, elle écoutait comme ça, tu vois? Et voilà, j'ai juste cette image-là, tu vois, de mon frère. Après, un peu de manière, hem, un peu mystérieuse, il y a pas eu énormément d'échanges entre moi et mon frère concernant la musique parce que je crois qu'on est chacun dans nos mondes et que du coup, il y a aussi un truc qui est un peu comme si c'était normal, en fait, que je fasse de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Et notamment pour répondre à ce que tu disais, qui est, quelle est la réaction de ma famille par rapport à ma musique? Ouais, voilà, et il y a eu un truc, comme ça où en fait, je faisais de la musique et puis, voilà, je pense souvent à ma mère, en fait, quand je parle de ces sujets-là parce que ma mère, c'est quand même elle qui nous a beaucoup mis dans la musique vu qu'elle chante et tout ça, tu vois? Et donc du coup, elle, elle me disait que c'était beau et tout ce que je faisais et tout, tu vois? Donc voilà, et donc petit à petit après, mes frères et sœurs, ils écoutaient mes sons, ils disaient que c'était bien et tout, et je me rappelle que quand même, il y a eu un moment où je me rappelle que mon frère, il m'a soutenu un peu plus sérieusement, et c'était quand même quelques années après, tu vois? Où il a dit: «Mais Tim et tout», en gros, il m'a donné ses conseils de grand frère, mais avant ça, c'était un truc un peu naturel où je faisais ce qu'on fait déjà dans la famille, tu vois? Et voilà, et c'est tout. Donc j'ai eu, comme conseil sinon de mon frère, je pense que les conseils, c'était ce que, c'était les conseils qu'on a, que j'avais déjà depuis que j'étais petit, que j'entendais à la maison, qui sont le fait qu'il faut pas se prendre la tête et que, par exemple, tu sais, le matériel, et ben, c'est pas ça qui est important, et que souvent, par exemple, en France ou dans certains contextes, on va pas en France spécifiquement, mais c'était des le genre de mots que tu peux entendre de la bouche de certaines personnes dans des studios, je sais pas, dans un studio en France ou quelque part, ou avec, certaines personnes, ils vont beaucoup te parler du matériel ou de tel ou tel truc, et en fait, ils vont pas être si bons, en fait, parce que c'est pas ça qui est important. L'important, c'est Ouais, ouais, c'est ouais, le ouais. groove, en fait, c'est le feeling, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc parfois les gens vont passer des heures à te parler de certains trucs, mais en fait, il y a pas l'essentiel, et je pense que c'est comme dans la danse, en fait, tu vois? Vas-y, bah, danse, en fait, tu vois? On s'en fout, en fait, de ce que tu as fait ou quoi, vas-y. Est-ce qu'il y a un moment de ton enfance avec ta famille qui pourrait un peu résumer le lien de ta famille et la musique? Il y a pas de marqueur parce que tu sais, c'est comme vu que c'est l'histoire d'une vie, c'est tu grandis comme ça, en fait. Je pense que c'est comme dans chaque famille, voilà, il y a des familles dans lesquelles, les gens, je sais pas, c'est des acteurs, ils sont tout le temps en train de jouer la comédie, et donc du coup, il y a pas de marqueur. C'est comme ça que les gens vivent chez eux, tu vois ce que je veux dire? Ou ça cuisine, ou ça, je sais pas, tu as dans chaque famille, tu as un truc, et donc dans ma famille, c'était ça, c'était particulièrement la musique. Et c'est vrai que la danse, c'était arrivé plus tard. Mais c'était déjà en moi parce que j'avais Ouais. toujours, le feu en moi, en fait. Donc ça, c'est même quelque chose qui est spécifique à moi. La danse, toute famille, c'est que, voilà, il y a ce truc, cette boule d'énergie que je porte en moi, qu'on voit depuis que je suis né, quoi. Et en plus, je porte le truc musical, que mes frères et sœurs et mes parents ont. Et donc du coup, il y a pas de marqueur particulier. Si ce n'est les moments où mon frère, j'ai quand même cette vision de quand mon frère, il joue du piano et qu'il y a les fenêtres du jardin ouvertes, et que dans mon quartier, enfin, on vit la vie, il fait beau, c'est l'été. Moi, je suis très fier de Ouais. là où je viens, et c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Abel, Djilali, qui est mon meilleur ami d'enfance. On a grandi dans le quartier des Béalières, et c'est un quartier, qui me fait penser un peu à New York, même si ça n'a rien à voir. Mais c'est un endroit où en fait, je sais pas, il y a une forme de mixité et un côté, je sais pas, voilà. Bon, il y a un truc, je sais pas pourquoi, je dis souvent que c'est un mini New York, même si c'est tout petit. Ça n'a rien à voir, tu vois? Mais voilà, et c'est un peu entre, le côté urbain et le côté nature. On passe, dans les immeubles, les allées, il y a pas d'interphone, tu vois ce que je veux dire? C'est le truc de voisinage, et donc du coup, dans ce contexte-là, il y avait, nous qui dansions dans les halls, tu vois, des allées, tu vois ce que je veux dire? Avec la vue sur, les parcs et tout ça, et donc dans ce contexte-là, de quartier, tu avais, ma famille, où on était une grande famille. Enfin, on est 5 enfants, tu vois?
Et donc du coup, mon frère qui joue du piano dans le salon et la porte du jardin qui est ouverte et on circule de dehors et devant, dehors et dedans, tu vois? Et donc du coup, ça, c'est une image que j'ai vraiment, où, le piano, il résonne dans les immeubles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans le quartier limite, quoi, tu vois? Et là, en fait, il y a peut-être des jeunes b-boys qui vont voir la vidéo et peut-être ils se disent: «Est-ce que je dois choisir entre la musique, entre la danse, entre X choses?» Hem, En fait, tu leur dirais quoi? De faire les 2 en même temps, de pas se priver, de pas se brider ou de vraiment de choisir, un seul élément et d'y aller à fond ou de faire les 2 et ne pas s'interdire de faire plusieurs choses? Je leur dirais de ne surtout pas s'interdire de faire, tout ce qu'ils veulent, en fait, tu vois? Parce que, parce que tout simplement, voilà, on a le droit à tout dans la vie, en fait et mmh et tout ça, c'est des croyances qu'on peut avoir, soit je fais un truc, soit je fais l'autre truc et c'est d'ailleurs ce que j'aime bien avec les États-Unis, c'est que justement, il y a pas ce truc de case. C'est ça que je passe un bon moment aussi, c'est que, hem, le retour que j'ai de la part des gens, heu, par rapport à ce que je fais, en fait et ben, tu vois, ils mettent en valeur le fait que je fais, plusieurs éléments, en fait, de la culture hip-hop, tu vois? Et c'est vrai que mais au moment où je leur parle, ils me disent: «Waouh, tu fais les 2, waouh, you do all the elements», tu vois ce que je veux dire? Et en plus, tu fais producteur et en plus, tu fais DJ, en plus, tu fais danseur. «Bro, let's take a picture then», tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, tu vois, ils supportent vraiment ce truc-là et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui pas que même dans le hip-hop, mais dans la culture, que, la culture américaine, ils mettent en avant même au niveau de tu vois des stars, tu sais la télé et tout, tu vois des mecs comme Jamie Foxx et tout et ben, qu'est-ce qui fait qu'on l'adore et tout? C'est parce qu'il sait tout faire, tu vois? Et en fait, ça on pousse ce truc-là. En France, on met plus les gens dans des cases et tout et du coup, c'est pour ça qu'évidemment j'ai des aspirations à revenir aux États-Unis, que ce soit temporairement, que ce soit pour, y vivre quelque temps ou quelques semaines, j'en sais rien, tu vois? Mais en tout cas, reprendre cette, vibe, et cette énergie qui est, quelque chose de différent de la France, qui peut nous brider en France et voilà, après, à chacun de la responsabilité de se débrider, c'est pas la faute de la France, tu vois ce que je veux dire? Si on a nos blocages et tout, c'est En fait, aux États-Unis, ils ont notre vision de l'entrepreneuriat. Tout est possible, le fameux rêve américain, voilà, donc c'est vrai que c'est une autre mentalité que chez nous et ça vraiment, c'est clair ça. Et du coup, si toi tu avais 16 ans aujourd'hui, voilà, voilà. avec internet, avec les réseaux, avec les nouvelles technologies, avec l'IA, toi tu ferais quoi différemment si tu avais 16 ans aujourd'hui? Franchement, je ferais ce que je faisais un peu quand j'avais 16 ans, mais qu'il y avait justement, il y avait pas les outils. C'est-à-dire que je me rappelle qu'aux alentours quand j'avais 16 ans, je crois que c'était, à l'époque de Facebook commençait, tu vois? Et je me rappelle que j'avais déjà un peu cette, mentalité de, «Vas-y, je vais poster ce que je fais», tu vois? Donc des fois, je me dis: «Mais franchement, s'il y avait Facebook à l'époque où j'étais dans Vagabond ou à l'époque où j'étais, dans mon pic de l'énergie de la jeunesse et tout, mais comment j'aurais eu plein de followers en fait parce que, déjà, j'avais un bête de niveau et en plus de ça, je faisais un peu le tour du monde et donc je voyais plein de trucs différents, je voyais plein Tu aurais de pu trucs faire beaucoup de contenu quoi, tu aurais pu partager voilà. beaucoup de choses. Parce que je faisais déjà un peu des contenus, je me rappelle avec, mes potes et tout, tu vois? On faisait des contenus, tu sais, c'était les photos avant, il y avait pas encore les vidéos sur Instagram quand ça a commencé, c'était que des images et donc tu mettais un filtre et tout. Donc j'allais en Angleterre, j'allais, en Ukraine, j'allais, en Espagne et tout et je faisais des photos de lieux, tu vois? Ou de photos de frises et je mettais le filtre et donc du coup, voilà, mais c'est vrai que je sentais que j'aurais voulu que ça aille encore plus loin et là, avec les outils qu'il y a maintenant, mais tu imagines là, avec les stories, avec les lives, alors ça je peux très bien le faire maintenant, en fait, justement, mais c'est juste que l'énergie que j'avais et que l'envie que j'avais de montrer, le moindre des détails de ma vie, c'est ce qui fait que les jeunes, ils explosent aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, ils ont envie de montrer, ils sont bons dans ce qu'ils font, et ils ont les outils pour le montrer et donc du coup, ça fait un contenu parfait, quoi, tu vois? Il y a un sujet un petit peu avec l'IA et la musique. Comment toi tu vois l'IA dans la musique? Est-ce que tu t'en sers? Et est-ce que tu penses que ça peut être vraiment un asset qui peut faire la différence? Ou est-ce que tu penses que c'est pas bon? Ou alors comment toi tu pourrais l'utiliser pour optimiser ta productivité? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu l'utilises déjà? Je l'utilise pas, j'utilise pas. J'utilise pas d'IA, j'utilise, le maximum qui touche un peu à quelque chose, qui est de cet ordre-là, c'est Splice. C'est une application en fait, que c'est une application que tous les beatmakers connaissent.
En fait, c'est une application qui met directement à disposition des, des, des loops et des sons, en fait, là, des sons audio, que ce soit des drums, c'est-à-dire des batteries, des kicks, snares et tout ça, ou des loops de guitare, des loops de piano, et cetera, à disposition. Et donc, du coup, tu l'as sur ton ordi et tu cliques direct, tu télécharges les trucs. Donc, ça peut tenter les gens de mettre des loops et de les laisser comme elles sont. Parce qu'en fait, les loops de guitare ou les loops de batterie, elles sont trop bien faites Ouais, déjà. ouais, Et je donc, vois, du ouais. coup, tu as des gens qui vont prendre les trucs et les Waouh. additionner et faire une musique en 30 secondes, en fait. Et en fait, ce truc-là, c'est le grand dilemme, en fait, des musiciens. C'est, quelle est la limite, en fait, au niveau du sampling? Tu vois ce que je veux dire? Quelle est la limite qu'on Un petit peu plus quelle est jeune, mais la en fait, le sample, ça avait été une révolution et il y a plein de gens qui disaient: «Mais attends, mais c'est pas de la musique, tu voles des morceaux, tu coupes ci, tu coupes ça», tu vois? C'était aussi une révolution, mais bon, c'est, vraiment ce qui a fait le hip-hop, quoi. ouais, voilà. C'est-à-dire que le sample, en fait, c'est un truc incroyable. Moi, je sample énormément et tu as une infinité de manières de sampler, tu vois? Et donc du coup, tu peux sampler aussi bien une demi-seconde, un quart de truc, 10 secondes, le retourner, le pitcher, le et tu fais, une œuvre d'art comme si tu prenais un clou et un coussin et une feuille et n'importe quoi, là, tu vois? Et Ouais. tu crées un objet. Bah, c'est ça le sampling, tu peux faire ce que tu veux avec. Et donc du coup, hem, je pense que, je pense que ces outils-là, c'est la suite de ça, mais il faut garder le même état d'esprit qui est un état d'esprit créatif. Tu vois ce que je veux dire? Où en fait, si tu le prends et que tu le poses tel qu'il est, bah, peut-être que tu peux faire de l'argent avec en fait, mais vis-à-vis de toi-même, comment tu te sens? Enfin, moi, du coup, j'ai ce truc-là en moi où c'est entre moi et moi, tu vois? Au début, j'avais du mal à mettre des samples de boucles dans mes sons parce qu'en fait, c'était déjà fait. Par contre, j'utilisais des boucles que j'allais chercher dans des samples, que j'allais chercher Ouais. moi-même. Tu vois ce que je veux dire? De sons qui existent déjà. Et donc du coup, qui est l'art du qui est le sampling, c'est ça, c'est entre guillemets, tu as le droit d'aller chercher un truc quelque part et tout, mais je sais pas, utiliser une boucle qu'un mec a fait et qui met en vente et que je la mets dans mon son, ça me dérangeait un peu. Et après, petit à petit, j'ai commencé à capter qu'en fait, au final, c'est une histoire de ça reste de la musique et ça reste, comment est-ce que ça va sonner à la fin? Est-ce que ça te ressemble? Comment est-ce que tu vas le transformer pour que ça te ressemble, tu vois? Et donc ça, c'est vraiment un débat, ce que je suis en train de dire là, c'est un débat que tu as partout sur, internet, tu vois? C'est quelle est Ouais, finalement la ouais, ouais, ouais. limite, de et du coup l'IA, comment on peut l'utiliser, rester créatif sans que ce soit un truc qui te fasse tout ton travail? Parce qu'en fait, je deviens qui moi si, en fait, j'ai plus besoin de faire? Bah, ça sert à rien en fait. Au final, l'homme, il aime créer, il aime faire et même, en fait, faut utiliser l'IA pour, t'aider à être meilleur dans ce que tu fais, mais pas que ça fasse tout parce que ça va être drôle une fois, 2 fois, mais après tu vas t'ennuyer. Faut vraiment que tu gardes, le cœur de ton métier, que tu sois acteur du truc, quoi, tu vois? Ouais, c'est la grande question, c'est la grande question au niveau de la créativité et de l'IA, tu vois? C'est en fait, on se pose la question: «Est-ce que ça va tuer la musique?» Tu vois ce que je veux dire? Comme dans tous les autres domaines, est-ce que l'IA va tuer, tous les domaines, en fait? Mais en fait, je pense j'en sais rien, mais je pense que faut l'utiliser intelligemment comme dans tous les trucs. C'est-à-dire que si un jour j'utilise de l'IA, je l'utiliserai parce que, je sais pas moi, je ferai un par exemple, je sais pas moi, si j'enregistre des gars dans la rue qui font de la guitare, à Broadway, tu vois? Ou dans le métro. Ça, c'est des trucs que je fais des fois, tu vois? Ouais, Je filme fort. des mecs qui sont en train de faire de la musique et après je fais un son avec le truc que j'ai filmé. Et en fait, du coup, peut-être qu'avec l'IA, ça peut améliorer la qualité de l'image, y rajouter une certaine couleur ou un truc et après, du coup, ça me mâche un peu le travail ou ça me donne des des modèles. Tu vois ce que je veux dire? Il me présente 5 Donc tu modèles, vois, en tu fait, vois? tu pourrais quand même t'en servir d'une manière ou d'une autre pour être Mmh. plus productif et te faire gagner du temps sur le process créatif et pas le process, on va dire, chiant, quoi, tu vois? Et c'est pour ça que ça peut être l'IA, ça peut être très aidant, mais dans un contexte, en fait, de boulot et de productivité. Tu vois? Parce que tu dis depuis tout à l'heure productivité, mais en fait, pourquoi j'aurais besoin de productivité alors que je suis en train de faire la musique? C'est pour moi que je le fais. J'ai pas besoin que d'aller vite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous d'aller vite. C'est ça le truc, c'est que c'est uniquement Ouais. utile pour la productivité, pour, faire, des thunes et faire, aller vite parce que tu as des clients et tout. Donc l'IA, c'est vrai que je l'utilise moi dans ma vie, dans un contexte de taf surtout et de temps, tu vois? Où tu as besoin de gagner du temps et tout. J'en ai pas encore eu besoin dans la musique, dans le sens où, j'ai déjà des outils qui sont déjà très bien, en fait, tu vois? Tu as 10 000 d'outils et c'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas besoin de l'IA dans la musique, il y a pas besoin c'est comme si on disait: «Est-ce qu'on a besoin de
je sais pas, est-ce qu'on a besoin, ouais, bah, c'est la même question qu'on y a en général. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'IA en général dans l'humanité? Parce que, je veux dire, on l'a, donc maintenant, ça peut nous aider à aller plus, mais franchement, si c'est pour détruire le monde, franchement, on n'en a pas besoin. C'est déjà très bien le monde. Regarde là, regarde les buildings, regarde tout ce qu'on a créé. Il y a même plus de place. Tu veux créer quoi en plus, en fait, tu vois? Donc, il y a il y a pas besoin maintenant, ça peut m'aider, si le monde il s'accélère et qu'il y a encore moins de temps, on n'a plus du tout de temps et du coup, il faut utiliser l'IA, bah, OK, j'utiliserai. Si tu avais un conseil à donner à un danseur aujourd'hui qui a envie de construire à côté de la danse, que ce soit un business, entreprendre ou quoi au caisse, vu que toi tu fais ça à côté, que tu as vraiment ton activité de musicien, est-ce que tu auras un conseil à lui donner? Je pense que comme tout truc, il faut que tu aimes ce que tu fais. Ça, c'est un truc, que tout le monde sait, si tu aimes pas ce que Ouais, tu fais, c'est difficile. il y a plein de gens là encore, là, je pointe du doigt, il y a plein de gens là à Wall Street derrière là, qui font, des choses et je sais pas s'ils aiment ce qu'ils font Ouais. et ils prennent des cachets, tu vois? Parce qu'ils sont stressés à la mort, vraiment, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, OK, tu peux faire des trucs, qui marchent, qui fonctionnent, parce que ça crée de la thune ou je sais pas quoi, mais si tu es pas bien, dans la journée ou dans le processus du truc, bah, en fait, tu vas mourir, Voilà. tôt, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à quoi, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Tu pourras même Ouais, pas ouais, vraiment ouais. profiter de tout ce que tu as gagné, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, ça va te mettre, mal, à un point d'être malade. Donc c'est la base, en fait, de kiffer ce que tu fais et on l'a tous vécu, hein, dans nos vies. À des moments, on fait des trucs et en fait, on fait des plans de danse, de musique, de trucs et en fait, on sait même plus si on aime ça, en fait, là. Ça devient un truc automatique, tu vois ce que je veux dire? On est là, on bosse pour les autres, c'est pas notre désir à nous, en fait. C'est le désir, ça devient un peu les c'est-à-dire qu'on avait commencé la danse ou la musique ou l'art ou ce qu'on fait, avec le kiff et finalement, 10 ans plus tard, on se retrouve à être, dans des trucs, on sait même plus la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, Mais toi, en fait, tu t'es autorisé à faire autre chose que de la danse et tu l'as fait à fond parce que tu aimais ça et du coup, tout s'est fait naturellement. Donc tu mènes une activité de danseur professionnel à très, 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 très actif, plus le côté, musicien, DJ et beatmaker. Donc franchement fort. regarde, je vais Vas-y. revenir vite fait donc parce que je crois pas avoir vraiment, fini ce que je voulais dire, mais c'était juste, je disais la base par rapport à donc la base par rapport à quelqu'un qui commencerait et qui c'est, tout simplement, comme on dit, bah, faire ce que tu aimes, kiffer, tu vois? Et prendre du Ouais, plaisir, dans la ouais. pratique de ce que tu fais et au fur et à mesure, tu deviendras bon dans ça et après, tu vas commencer à pouvoir, peut-être, gagner de l'argent avec, tu vois ce que je veux dire? Mais, effectivement, vouloir gagner tout de suite de l'argent avec, bah, moi, c'est pas ce que j'ai fait du tout. Tu vois? Donc je connais même pas le parcours des gens qui auraient fait, ça, tu vois? Moi, j'ai fait, du kiff pendant 10 ans et après, on a commencé à me donner un peu d'argent et 2 et 3 et 4, tu vois? Et après voilà, ce côté businessman, je le développe au fur et à mesure parce que du coup, peut-être que je manque un peu de ça des fois, tu vois? Comme pas mal de danseurs et d'artistes, des fois, on a tellement la tête dans les nuages, parce que notre but principal, c'est de faire une œuvre d'art, tu vois, qui soit la plus, souvent la plus parfaite possible, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on est déter En dans fait, tu ça vas et dire on un y truc juste, en fait, c'est base. que quand tu veux faire quelque chose pour gagner de l'argent, encore plus quand c'est artistique, moi je pense que c'est mort d'entrée. Nous, on a commencé la danse, on savait même pas que c'était un métier. On l'a fait, on est devenu bon et ensuite on nous a payés Ouais. pour une passion qu'on avait et toi, tu as fait aussi ça avec la musique et c'est vraiment fort, quoi. Une phrase pour les jeunes danseurs qui nous regardent et qui doutent de leur avenir. Toi, tu leur dirais quoi à ces jeunes danseurs? Je leur dirais qu'il y a jamais eu autant d'occasions de vivre de sa passion que maintenant. Avec les réseaux sociaux, avec, internet et tout, tu peux montrer ce que tu fais. En fait, sans même nous en rendre compte, on a fait un truc extraordinaire, en fait, quand on était jeunes, à finir par devenir, professionnels de la danse et tout ça. C'est qu'en fait, sans faire exprès, sans vouloir forcément, nous montrer comme aujourd'hui avec les réseaux so avec internet, en fait, on peut directement montrer ce qu'on fait, donc tout le monde peut nous Ouais. voir. En fait, on nous voyait pas avant, on était dans notre ville et tout, on était dans nos patelins et au fur et à mesure, on est allé dans des villes plus grandes et après dans l'Europe et le monde et tout et 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 donc ça s'est fait, même pas à travers internet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après moi, je suis plus jeune que toi, donc c'était, il y a eu internet quand même dans ma life, quand même pas mal, mais c'était pas le internet du tout d'aujourd'hui et quand j'étais petit,
quand j'étais petit, il y avait Style de ouf, tu vois? C'était Style de ouf et d'ailleurs, j'ai commencé grâce à Style de ouf. Les Kemp, justement, je lui avais envoyé un message Kemp. J'avais envoyé un message il y a peut-être 1 an ou 2 où je lui avais ou quelques années, je lui avais dit, «Merci mec, parce qu'en fait, grâce à toi, j'ai fait du break». Parce qu'en fait, c'était grâce à son site que j'avais pu voir, Benji contre Junior et tout, des battles comme ça, qui étaient les battles quand j'ai commencé, Benji contre Crumbs, J'étais le là. meilleur battle de ma vie. Et du coup, tu vois, c'était des moments magiques qui, en fait, Ouais. il y avait trop de valeur dans ces images parce qu'en fait, c'était, bon, encore plus à l'époque où il y avait les cassettes vidéo, comme tu sais, tu vois, moi, j'avais Lord of the Floor en cassette, c'était mon de l'or, quoi, tu vois? Donc tout ça pour dire que moi, Style de ouf, c'était le début de quand j'ai commencé la danse, je regardais ça et je me rappelle que j'avais eu des vidéos de moi qui avaient tourné sur Style de ouf, tu vois? Et du coup, j'avais quand même cette chance que ma danse soit visible sur un site, en étant petit, à une époque où en fait, Ouais. c'était un peu le début quand même des vidéos d'internet, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'était, Et pour en finir avec cette interview qui était forte en direct de New York, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? alors ma musique, on peut la trouver sur, principalement sur SoundCloud, sur Spotify aussi, mais sur SoundCloud, Team Andria. C'est là que j'ai posté beaucoup de mes travaux parce qu'en fait, je sais que c'est de moins en moins «à la mode» entre guillemets, même s'il y a toujours beaucoup d'utilisateurs. En fait, tous ceux qui sont, des connaisseurs vont sur SoundCloud parce qu'ils vont chercher le nom des artistes etc. Spotify, c'est beaucoup plus mainstream. Tout le monde va dessus. Donc, voilà, je vais l'utiliser de plus en plus. Là, je l'ai utilisé que en partie, mais je l'ai pas encore hyper exploité. Je suis pas encore très satisfait de la musique que j'ai sur Spotify parce que ça reste encore un peu des musiques de break, tu vois? Moi, j'ai envie de faire un album, par exemple, tu vois? Qui serait un album avec des chanteurs, avec, des artistes et tout ça et donc ça, c'est un truc plus personnel que je posterai plus tard sur, Spotify, Apple Music et tout. Pour l'instant, sur Spotify, j'ai, des tracks un peu, en mode, track solo, tu vois? Des musiques, une par une. Donc on peut me trouver sur Spotify, sur, OK. Apple Music, sur, SoundCloud, Team Andria et pour la danse, bah, je suis à Paris, hein. Et pour finir, tu peux nous dire c'est quoi la suite? Franchement, j'ai plein de trucs, mais en venant aux États-Unis, ça me fait, ouvrir d'autres portes. Les projets que j'ai, c'est, DJ. Je pense que c'est le premier objectif que j'ai là, c'est de développer, ma carrière de DJ et notamment dans les battles parce que c'est, le milieu dans lequel je suis et c'est là où j'ai, on va dire accès directement. Je suis déjà DJ dans les battles, donc j'ai juste à continuer. Voilà, après, la production de musique, album. Et puis, au niveau de la danse, comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis plus dans un truc de kiff, mais, après, quand je dis kiff, c'est dans le sens, je suis pas dans un truc de compétition, tu vois? Par contre, je peux très bien aller sur scène et faire un truc qui est sérieux comme la Haine, parce que donc j'étais dans la Haine pendant 2 ans là, on vient de finir la Haine et j'étais danseur et j'avais aussi 2 musiques à moi dans le spectacle, donc j'ai grave kiffé faire ça. Donc tu vois, j'étais dans un truc où j'avais conscience que je kiffais être là parce que, voilà, à chaque fois que j'étais sur scène, je me le rappelais, même avant de monter sur scène, je le disais aux autres, tu vois? Je leur disais: «Mais c'est un kiff, c'est un plaisir, tu vois? On va kiffer, on va être, sur scène à interpréter, des rôles de rêve», tu vois? Et puis moi, Très fort. voilà, je danse sur mon son et Mmh. et je kiffe ce qu'on fait donc même dans un travail qui était sérieux et surtout là, en fait et ben, faut toujours garder le kiff et si tu kiffes plus, Ouais. peut-être que tu te poses des questions: «Est-ce que je suis bien à la bonne place?» Donc ça, c'est la ce que j'ai envie de dire aussi, c'est, en gros, ma recherche, c'est de en fait, en fait, je suis pas bien, en moi lorsque je suis pas à ma place. Ça le curseur, en fait et je pense qu'on n'est pas très bien dans nos vies quand on n'est pas à là où ça nous fait vibrer, là où ça nous fait, voilà quoi, vibrer, en fait, tu vois? Donc des fois, je suis à des endroits, OK, c'est temporaire. Puis après, je me rends compte que c'est plus ce qui m'intéresse, donc je change d'endroit et je vais c'est pour ça que j'ai fait danse, musique, musique comme ci, musique comme ça, DJ, ça, ça. Tu vois, par exemple, pendant un moment, je faisais plus trop de prod là, je faisais plus trop de production et là, je suis en train de je faisais plus trop de prod parce que j'avais plus trop d'inspi et je ne forçais pas ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que surtout au niveau de la musique, si tu te forces, bah, en fait, ça peut même te dégoûter donc du coup, j'attends le moment où je vais avoir un autre souffle et donc là, je suis un peu plus dans le DJing et puis je reprends.
la prod petit à petit. Donc c'est des projets, qui se dessinent au fur et à mesure, mais j'ai pas de projet particulier, si ce n'est, de vraiment faire du DJing là. OK. Eh ben, écoute, c'était le mot de la fin, c'était une interview très enrichissante. Merci Tim, c'était fort et inspirant. La suite de Hors Cercle, on va parler de gens qui ont construit dans l'ombre, d'autres qui ont construit dans la lumière, certains en solo, d'autres avec des structures énormes. Et si ça vous parle, abonnez-vous, on se retrouve vite avec un prochain épisode. Merci Karl.